Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous, bienvenue dans notre épisode estival. Comme chaque année, je vous ai préparé un épisode pour vous présenter quelques ouvrages pour vous inspirer dans la création de vos expériences de formation. Et cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Périnel, facilitatrice et formatrice de formateurs, qui se joint à moi pour vous proposer cette sélection. Ensemble, nous avons choisi de vous présenter 10 livres et 3 podcasts pour vous accompagner pendant les différentes étapes de la conception d'une formation, depuis la définition des objectifs pédagogiques jusqu'à l'engagement des apprenants en passant par le storytelling et la création de scénarios. Nous espérons que nos recommandations vous seront utiles et vous inspireront. Bonne écoute! Bonjour Laure et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci! Eh bien, moi, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode en duo dans lequel on va donc proposer à nos auditeurs notre sélection de livres pour les aider et surtout les inspirer dans les différentes étapes de la conception d'une formation. Ça te dit ? Bah écoute, carrément partante, ouais. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Ok, donc en quelques mots, alors je m'appelle Laure. Ce que je fais, c'est de l'accompagnement professionnel, donc sous différents métiers et donc différentes postures. La première est celle de la formation, et donc de formatrice, avec différentes spécialités. Plutôt historiquement, des spécialités liées à la relation client ou au management, puisque je viens d'un univers plutôt commercial et commerçant. Et puis, j'enrichis en fait cette proposition avec des accompagnements aussi pour les formateurs, formatrices qui exercent déjà ou en devenir, donc sur des formations de formateurs, et aussi pour les indépendants, les entrepreneurs. Et puis j'ai une casquette aussi de facilitatrice en intelligence collective. D'accord, merci Laure. Donc, pour proposer notre sélection de livres, je vous propose de suivre les différentes étapes de la création d'une formation. Et pour chacune, avec Laure, nous vous proposerons un ouvrage. Donc, on y va, Laure ? Allez. Donc, pour commencer, moi, je vous propose de commencer par le début, c'est-à-dire la définition des objectifs de votre formation. Et pour cela, donc, j'ai trouvé un ouvrage qui me semble très intéressant, qui est The One Thing, Passer à l'essentiel, donc de Gary Keller et Jay Papasan. Donc, j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc, ce livre est sorti en 2013 et depuis, il a été traduit en 35 langues. Donc, c'est vraiment un best-seller. Donc, son principe de base, c'est d'identifier donc l'activité ou la tâche la plus importante qui vous rapproche de votre objectif. Puis, une fois cette tâche identifiée, donc il s'agit de se concentrer et de concentrer son attention et son énergie sur cette tâche, sans se laisser distraire par les autres tâches qui pourraient venir perturber, même si elles sont urgentes ou importantes. Et donc ainsi, votre tâche identifiée devient vraiment votre priorité. Alors, pourquoi j'ai choisi donc pour la définition des objectifs d'une formation ? Eh bien, parce que je me dis que ces principes peuvent vraiment aider à clarifier les objectifs d'une formation. Voilà, donc tout d'abord, vous pouvez commencer par définir votre one thing. Donc, c'est-à-dire d'identifier, donc si on transpose à la conception d'une formation, donc la tâche la plus importante serait d'identifier l'objectif principal à atteindre. Donc, qu'est-ce que les apprenants doivent être capables de faire à la fin de la formation ? Ensuite, vous allez créer votre liste de réussite. Et donc, cette liste doit contenir des actions spécifiques qui vont vous aider à atteindre votre one thing, donc votre objectif principal. Et donc, cela va vous permettre de définir, selon moi, des objectifs clairs et mesurables. Et donc, d'éviter des objectifs vagues ou quelquefois abstraits et de définir exactement ce que vous allez attendre des apprenants. Ensuite, vous allez identifier les actions clés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé l'objectif principal, vous allez identifier les actions
clé et les étapes nécessaires pour l'atteindre. Donc, par exemple, quelles sont les compétences ou les connaissances spécifiques que les participants doivent acquérir pour atteindre cet objectif. Et pour cela, vous allez faire preuve de focalisation, car dans The One Thing, ces deux auteurs mettent bien en garde contre la dispersion de l'énergie sur plusieurs objectifs à la fois. Donc, cela signifie que vous allez vous concentrer sur un objectif principal à la fois. Puis ensuite, vous allez éliminer les distractions, car le livre souligne l'importance d'éliminer les distractions et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc, ça veut dire que vous allez concevoir un programme de formation qui va se concentrer uniquement sur les compétences et les connaissances essentielles pour atteindre votre objectif principal, votre One Thing. Voilà, et c'est pourquoi je pense qu'en appliquant les principes de cet ouvrage pour définir ses objectifs pour une formation, donc on peut rester ainsi, il peut nous aider à rester vraiment focalisé sur la définition d'objectifs clairs et spécifiques. Et ensuite, donc une fois que vous aurez défini clairement votre objectif de formation, avant de se lancer dans la phase de conception, donc il est selon moi important de comprendre vraiment comment le cerveau apprend. Qu'est-ce que tu en penses, Laure ? Je pense que c'est essentiel et que c'est une grande découverte en fait pour moi aussi en tant que formatrice depuis quelque temps. Alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations et quand on n'est pas scientifique, ça nécessite de se les approprier. Mais pour moi, effectivement, ça fait partie. Comprendre comment le cerveau fonctionne, c'est une étape en fait pour aller vers la construction de formation, de contenu, d'activités, etc., qui vont favoriser, qui sont centrés aussi sur l'apprenant en fait, parce que c'est aussi à lui qu'on s'adresse et pour lui qu'on fait tout ça, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu as un ouvrage à nous conseiller pour cela ? Ouais, il y en a un, même plusieurs. Le premier serait Neurolearning, qui a été écrit par Philippe Gilles, Philippe Lacroix et le docteur Nadia Medjad. Et donc en fait, cet ouvrage-là permet en fait de comprendre quel est le fonctionnement du cerveau et comment mettre en fait une pédagogie qui va être adaptée. Et puis en fait propose des propositions, effectivement, mais en tout cas de mise en place et de comment les utiliser quand on est formateur ou formatrice. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est aussi qu'il nous parle des neuromythes. Alors parfois ça a été aussi une révélation pour moi et je me suis dit mince, moi aussi je participe en fait au fait de véhiculer des choses qui sont plus exactes parce que c'est aussi basé sur les neurosciences donc, et puis il y a sans cesse finalement des évolutions avec les apprentissages qui sont faits. Tu vois par exemple, alors il y a 10 neuromythes qui sont abordés. Pour donner quelques exemples, un neuromythe c'est nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. On nous parle souvent de cerveau gauche ou de cerveau droit en nous disant que nous sommes cerveau gauche ou cerveau droit, c'est un neuromythe. Au même titre qu'il existe 3 styles d'apprentissage. Ah oui, complètement, ça aussi c'est un neuromythe, oui. Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ouvrir son regard et son champ de connaissances en fait par rapport à ça. Et alors le livre évidemment il est très complet. Et il propose plein de choses. Il y a, par exemple, 4 filtres de l'apprentissage et des principes. Et donc, sur les filtres, en fait, on a la partie compréhension, l'attention. Enfin, en tout cas, ce qui va être à l'encontre de l'attention va être le multitâche, par exemple. Le fait de comprendre, donc c'est pouvoir relier et de donner du sens, notamment avec quelque chose qui est déjà connu, par rapport au fait d'apprendre par cœur. Et donc ça peut être un indicateur aussi sur la notion de travailler sur les prérequis. Donc dans la partie de construction, il y a une partie en fait qui est liée à la mémorisation. Donc on parle souvent de répétition et là il y a des notions en fait aussi pour comprendre comment réactiver. Donc comment et quand en fait réactiver, notamment dans les 24 heures pour éviter la disparition des nouveaux apprentissages. Et puis, il y a quelque chose qui est très en lien en fait avec les émotions et la motivation, donc qui est le 4e filtre, puisqu'il y a des émotions en fait qui vont favoriser ou faciliter l'apprentissage, et d'autres qui au contraire vont venir la bloquer. Donc je trouve que quand on prend en compte ces notions-là aussi en tant que formateur et formatrice, eh bien ça donne des leviers à la fois en termes de, encore une fois, de contenu ou de construction, et aussi en termes de posture en fait. Comment moi en tant que formatrice, quand je comprends les émotions des apprenants, ou en tout cas quand je m'y intéresse, je peux faire en sorte que ça soit facilitateur ou au contraire
bloquant. Alors même si évidemment on a assez peu cette démarche-là, j'espère en tout cas. Mais voilà, d'avoir ces notions-là. Et puis, pour citer une autre chose, ce sont les récompenses. Et puis, la notion d'augmenter la dopamine. Certaines activités vont augmenter la dopamine, qui va être plutôt favorable en fait au plaisir et à la motivation. Ah oui, complètement. Et pour compléter ton ouvrage, il y aura un épisode à la rentrée qui va sortir avec Anne-Eva Lebourdet sur la neuroéducation ou le neurolearning qui est aussi passionnant. Super. Voilà, donc maintenant je te propose, Laure, de passer à la phase de conception de notre formation et donc comment faire pour proposer un contenu efficace et engageant. Est-ce que tu as trouvé un livre qui pourrait aider nos auditeurs pour cela ? Oui, et j'en ai un et je pense à la boîte à outils de la facilitation. Ah oui. Alors comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils et il y en a 65 en fait des outils. Et on parle de facilitation, fais-moi le lien, donc je parlais de posture en fait juste avant, et on parle justement de plus en plus de la posture de facilitateur ou de facilitatrice quand on est formateur. Et moi j'ai tendance à aller piocher beaucoup d'outils dans justement les activités de facilitation. Et c'est en ça que je trouve que cet ouvrage-là, il est hyper intéressant. Donc, il démarre par une partie de, plutôt de posture, d'éthique, et qui est très en lien en fait avec la facilitation en elle-même. Et puis, on aborde ensuite les différents outils et qui reprennent toute la partie d'avant, pendant et après finalement l'animation. Alors, il y a 8 thématiques en fait qui sont 8 dossiers. Et pour chacun des outils, on nous explique pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, et donc le pourquoi vise aussi aux objectifs. Et il me semble qu'il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que parmi les nombreux outils qu'on a à notre disposition, c'est le bon outil pour répondre au bon objectif et au bon contexte en fait. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Donc le livre va pleinement en fait dans ce sens. Il y a des visuels et puis on a aussi le matériel et la durée qui nous sont donnés. Par exemple, est-ce que tu veux des exemples ? On va plutôt le faire comme ça. Je pense que nos auditeurs aimeraient avoir des exemples. Ok. Oui. Donc, quelques exemples d'utilisation, c'est je veux proposer à mon groupe de faire une activité d'idéation, donc de recherche d'idées, que ce soit individuel ou collectif. Moi, il y a 2 choses que j'aime assez. Le premier, c'est le brainstorming inversé. Donc, c'est-à-dire que je vais plutôt partir, plutôt que de me dire qu'est-ce qui va être favorable ou facilité, etc., je vais plutôt me dire qu'est-ce qui va être qui va empêcher finalement l'atteinte de cet objectif ou la réussite, etc. Et donc du coup on va le prendre sous l'autre angle pour arriver à une conclusion ou en tout cas à des éléments. Donc ça je trouve que c'est assez intéressant et parfois ça peut créer la surprise aussi auprès des apprenants. Un autre qui est la stratégie Disney, donc qui est orienté autour de 3 espaces, 3 ateliers et qui vont permettre à la fois d'avoir un espace qui soit créatif, donc tout est ouvert en termes d'idées, tout est bienvenu, évidemment, il y a 0 censure. On a un espace ensuite qui est plutôt réaliste et un espace qui est plutôt critique. Donc en fait, on passe par différentes étapes pour arriver à notre objectif encore une fois. Et il y a une autre chose que j'ai utilisée qui est plutôt sur la partie conclusion, qui est le plan d'action, donc qui est dans le livre présenté sous le format collectif, que moi j'ai un peu adapté et utilisé sous le format individuel, mais qui permet aussi de projeter les participants et les participantes après en fait la formation et je pense que c'est aussi ça qu'on recherche, c'est-à-dire qu'il y a le temps du pendant et il y a comment les gens peuvent l'engagement, la motivation et puis mettre en place les choses après. Voilà. Écoute, moi, tu me donnes envie d'aller découvrir ce livre. Ouais. Merci. Et puis, concevoir une formation, c'est aussi faire preuve de créativité pour mettre en musique tous les contenus pour nos apprenants. Et quelquefois, trouver l'inspiration, c'est pas évident pour comment aller chercher un concept, comment présenter tel ou tel contenu. Et là, j'ai trouvé un livre donc pour vous aider. Donc l'été dernier, donc j'avais lu le livre La Voix du créatif de Guillaume Lamarre. C'est ma fille qui l'avait acheté pour elle au départ et ensuite elle me l'a conseillé. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on y trouve vraiment des conseils et des bonnes pratiques pour développer son potentiel créatif. Donc là, je vais aussi donner des exemples. Donc par exemple, l'auteur met en avant l'importance de cultiver un état d'esprit ouvert, curieux et exploratoire, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité
pour ensuite le travailler dans le learning. Donc adoptons nous aussi cette attitude créative et allons chercher des idées nouvelles et n'hésitons pas à explorer vraiment d'autres approches qui peuvent enrichir nos formations. L'auteur souligne aussi l'importance de la pensée divergente. Ça, je pense que ça va te parler, Laure. Donc, oui. C'est-à-dire la capacité à générer une multitude d'idées et de solutions à partir d'un besoin ou d'un problème. Et dans la conception de formation, ça peut se traduire, tu viens juste d'en parler en plus, donc par l'organisation de sessions de brainstorming où les membres de l'équipe de conception vont être encouragés vraiment à proposer librement des idées et sans crainte du jugement. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On va aussi trouver dans ce livre, alors ça j'avais beaucoup aimé, des techniques et des exercices comme les techniques de visualisation. Je pense que ça tu pratiques, Laure, ou aussi des jeux de rôle pour stimuler la créativité. Et on peut tout à fait les mettre en pratique ensuite lorsqu'on crée notre formation pour générer des idées et des concepts originaux. Et enfin, le livre souligne l'importance de l'expérimentation et de l'itération dans le processus créatif. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter à tester de nouvelles idées, à proposer ces nouvelles idées aux apprenants, à recueillir leurs retours, puis ensuite à itérer sur le contenu pour améliorer leur expérience d'apprentissage. Voilà, donc je pense que pour moi, ce livre, je l'ai lu 2 fois, je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, je trouve que c'est vraiment une très très bonne base pour initier vraiment un processus de conception qui va être centré sur la créativité et pour nous permettre de créer des expériences de formation plus engageantes et efficaces. Super. Voilà. Et bien maintenant, je te propose, Laure, de passer à la création du scénario. Et là, je crois que tu as aussi un livre à nous conseiller sur ce sujet. Un gros livre même, je crois. Un très gros livre que je suis en train de parcourir parce qu'effectivement, il est riche. Et il s'appelle Anatomie du scénario. Donc effectivement, comme son nom l'indique, il vient décortiquer tout ce qui permet en fait un scénario. Alors même s'il est plutôt destiné à des scénaristes, sur la partie film et autres, et donc on est moins sur une notion de scénario pédagogique. Ce livre m'intéresse parce que je trouve que l'inspiration est partout. Et qu'en fait, même sur une thématique qui est à la fois proche, puisqu'on scénarise aussi, en tant que formateur ou formatrice, on scénarise nos formations, c'est pour autant en fait un livre qui s'adresse à un autre public que le nôtre en fait. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller piocher des idées et puis de voir quels sont les parallèles ou les choses qu'on peut réutiliser. Et donc notamment dans notre cadre de formation, on parle souvent de raconter des histoires, on parle de storytelling, on parle de motivation, d'engagement, de susciter l'intérêt, etc. Et je pense que quand on est spectateur d'un film, etc., alors c'est aussi tout ça que vont rechercher les scénaristes, les réalisateurs, etc., à nous proposer, en fait. Oui, de faire passer les émotions. Ouais, exactement. Et tu vois, dans ce que j'ai déjà parcouru, là, il y a déjà, tu vois, la prémisse, par exemple. Et la prémisse, en fait, c'est pouvoir, en une seule phrase, donner une idée de ce qu'est l'histoire. Et ça, je me dis, ça peut être intéressant aussi quand on travaille notamment sur le titre d'une formation ou sur un descriptif, etc. Voilà, ce sont quelques exemples de parallèles. Après, il y a toute une partie sur la structure narrative, sur les personnages, sur l'univers. Il y a le tissage des scènes. Et donc là, moi, j'y vois le lien en fait avec les séquences. Et au même titre qu'un film, l'idée est que, qu'un film ou qu'une série, c'est que la formation, en fait, elle fasse un tout cohérent aussi pour les participants et pour les participantes, qui puissent comprendre le sens de toute la proposition qui leur est faite, quoi. Il me reste à découvrir encore quelques éléments de ce riche livre, mais je pense qu'il y a plein de bonnes choses à aller y piocher. Ouais. Oh j'en suis sûre. Et justement, tu parles de storytelling et c'est vrai que c'est vraiment un outil très très puissant pour capter l'attention des apprenants et maintenir leur engagement tout au long de la formation. Donc très rapidement, je rappelle les principes du storytelling. Tu en as déjà dit quelques mots. Donc c'est la construction de personnages, c'est la mise en place de conflits et la narration d'histoires captivantes. Et raconter des histoires, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Il y a des techniques pour cela.
Et si vous voulez vraiment vous familiariser avec le storytelling, moi je vous recommande le livre qui est sorti donc au mois de juin, Utiliser le storytelling pour la formation de Laetitia Fly-Sainte-Marie. Donc c'est un livre qui est vraiment très pratico-pratique. Elle y donne des exemples concrets, elle y partage des outils pour justement permettre de transposer ces conseils ensuite dans la conception de vos formations. En plus c'est un livre rose, hein, il est tout joli. En plus. J'ai pu le parcourir à Genève. Donc, j'étais avec Laetitia à Genève sur le salon Future of Work and Learning. J'ai pu le parcourir et je l'ai acheté. Et moi aussi, je le dévore, ce livre-là. Génial. Voilà. Et donc, il y a bien évidemment d'autres méthodes pour engager les apprenants. Et tu m'avais parlé lors du Funny Learning. Oui. Alors, je ne connais pas du tout ce que c'est. Donc là, je suis vraiment très curieuse que tu nous en dises plus. Donc, c'est quoi le Funny Learning? Et ben, en fait, pour introduire le Funny Learning, je te propose de lire un court passage de quelques lignes, en fait, qui est dans les premières pages, et qui dit donc pourquoi conserver un système d'apprentissage factuel, froid et rigide, alors que les neurosciences démontrent qu'il n'y a pas d'apprentissage sans émotion, puissant fixateur de l'attention et de la mémoire. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor. Oui. Donc on a parlé tout à l'heure en fait des neurosciences et du cerveau. Oui. Là, on retrouve en fait un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens aussi. Le livre est donc Funny Learning, en fait, c'est basé sur les recherches donc et les apprentissages des neurosciences. Il y a eu vraiment une notion en fait aussi de plaisir d'apprendre. Dans le nom, il y a quand même funny en fait, hein, donc avec la notion d'amusement. Donc on nous parle quand même beaucoup de jeux, et c'est basé en fait sur à la fois la connaissance de moi en tant que formatrice ou en tant que formateur, et donc pour les uns et pour les autres, et pour les apprenants en fait avec une notion de nouveau de comportement, et c'est basé sur des couleurs. Alors on voit très régulièrement en fait les notions de couleurs dans la partie comportementale. Ça peut être le cas aussi pour les communications. Donc là, en fait, ça reprend tout ça, et autour de 8 chapitres, tu vois, on va comprendre en fait justement comment amener les choses, comment lever les freins. Tu vois, dès le démarrage, en fait, on parle beaucoup d'émotions, en fait, hein, et dès le démarrage, par exemple, de la formation, comment lever les freins qui sont typiquement liés aux peurs, par exemple, au fait de donner du sens et à la place du jeu. Et donc là où le livre est hyper intéressant, c'est que ça permet de s'approprier en fait, donc encore une fois, des notions scientifiques, et puis à travers de partage d'experts, donc des apports, et puis surtout de comment les utiliser d'un point de vue pédagogique, et parce qu'il y a des capsules pédagogiques en fait qui sont proposées tout à travers le livre, donc à la fois pour favoriser la mémorisation, pour la conclusion aussi, et alors si je reprends le titre exact tu vois, du chapitre par exemple, parce que je le trouve très sympa et très chouette, c'est faire durer l'histoire d'amour. Oui, le dernier chapitre, et donc c'est comment en fait entretenir aussi le souvenir, et on retrouve en fait des capsules qui te permettent d'avoir une façon clé en main de construire en fait différents moments et différentes séquences de ta formation. Chouette, très chouette. Très chouette, hein. Ça a l'air super intéressant. Oui, et ça permet de varier les pédagogies en fait, et de comprendre notamment super. Au travers donc des fameuses couleurs dont il est question dans le livre, et puis à partir de du cerveau, de son fonctionnement et de ce qui est partagé. D'accord. Moi, je suis mauvaise élève pour les couleurs. Je suis tout le temps habillée en noir. Mais bon. Ton sourire en fait apporte la luminosité nécessaire et vient balancer et contrebalancer. Merci Laure. Et mes lunettes. Alors, j'étais plus sur ton sourire que sur tes lunettes, tu vois. Je le trouvais plus coloré encore. Merci. Et est-ce que tu as une dernière technique à nous partager pour motiver les apprenants? Si je te parle de coup de pouce. Le nudge avec Étienne. Exactement. Alors moi, je me suis intéressée au livre parce que je l'ai découvert en écoutant un épisode de podcast dans lequel tu le recevais et tu échangeais avec lui. Et donc voilà, le nudge, c'est basé sur les sciences comportementales. C'est aussi de comprendre en fait justement les comportements et aussi les passages à l'action, notamment du fait que on peut avoir une intention, typiquement se former. Et pour autant, il y a plein de choses, notamment des biais, des heuristiques, qui vont faire que on passe pas à l'action.
Et donc en fait dans ce livre sur le nudge, eh bien là de nouveau il est question en fait de l'avant, du pendant et du après, pour que en tant que soit apprenant, soit formateur, formatrice, on puisse se dire ok, j'ai conscience en fait qu'il y a ces biais ou en tout cas ces comportements qui peuvent empêcher un passage à l'action, et donc c'est comment en fait on va les favoriser, comment je vais encourager le passage à l'action. Par exemple, j'ai très envie de m'inscrire à une formation et qu'est-ce qui va faire que je vais passer à l'action? Il nous parle en fait dans ce livre des notions de choix. C'est-à-dire que si j'ai un choix par défaut, il y a plus de chances que j'aille au bout que si j'ai trop de choix et une liberté totale de le faire qui va me permettre, en tout cas qui va faire que je vais plutôt rester dans le statu quo. Et donc, en fait, c'est aussi une compréhension justement de l'ensemble des biais et des notions d'intelligence multiple aussi. Alors là, je m'écarte un peu, mais pour citer une autre chose, c'est qu'en fait, il est question de planificateur-faiseur. Typiquement, Oui. je planifie, je m'inscris à une formation parce qu'encore une fois, j'ai très envie de le faire. Qu'est-ce qui va faire qu'en tant que faiseur, à chaud, le jour J, je vais m'y présenter? Donc, c'est comment, en fait, on va favoriser à la fois le passage à l'action avant la formation et aussi pendant la formation. Je suis hyper contente d'être là. Maintenant, j'ai une urgence en fait qui vient se présenter. Est-ce que le fait d'être dans mon entreprise, dans les locaux de l'entreprise ou à l'extérieur peut avoir un impact sur mon comportement? Et ce que nous dit Étienne Bressou dans son livre, c'est que oui, et que du coup, il est plutôt favorable de proposer des formations en dehors de la structure, par exemple. Ah bah oui. Oui, bah oui, je comprends, ouais, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence très récemment d'Étienne, et il mettait vraiment l'accent aussi sur l'après-formation, Oui. qui est souvent négligée, et il nous expliquait, nous a donné des exemples de nudge pour justement pratiquer après la formation. Ouais. Ben oui, et je pense que ces 3 temps en fait sont vraiment hyper importants en fait. Ouais. Tout à fait, complètement. Et si j'ai bonne mémoire, en fait, son livre a aussi été conçu justement avec tout ça. Et ce que j'ai trouvé moi particulièrement plaisant, en fait, aussi dans la lecture, c'est que y ait les temps de lecture justement de chacun des chapitres qui soient présents, c'est que y ait des quiz, y ait des visuels, et puis il y a un takeaway, en fait, un récap à la fin. Alors, on en a parlé dans beaucoup de livres et ça amène à beaucoup de réflexions. Et celui-ci aussi, et pour ne citer qu'une autre chose, en fait, c'est sur le temps de chacune des sessions. Est-ce qu'il vaut mieux un gros bloc, en fait, tu vois, de formation, ou plutôt espacé avec différentes sessions d'apprentissage? Là aussi, pour favoriser, parce qu'on parle d'inscription, enfin, tu vois, en tout cas, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure. Il y a aussi le fait d'abandon, et donc, en tout cas, de rester engagé dans la formation. Et puis il y a évidemment l'après, comme tu le disais. Donc en gros, c'est comment on va encourager et favoriser les passages à l'action. Complètement. Non, mais très intéressant, Ali. Enfin, moi, j'avais adoré l'épisode aussi avec Étienne. C'était au tout début du podcast, donc c'était il y a déjà 2 ans et demi. Ouais. Le temps passe. Mais c'est passionnant. Oui. Et enfin, il y a une autre méthode aussi que moi je trouve très intéressante dans le processus d'une formation, c'est le design thinking. Donc, le design thinking, c'est une méthodologie qui s'inspire vraiment de la façon de travailler des designers pour résoudre des problèmes en passant très vite de l'idée à l'action. Et c'est une démarche de création qui est centrée sur l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'on va partir des besoins des utilisateurs pour ensuite générer des idées, concevoir un prototype et tester ce prototype auprès des utilisateurs pour recueillir leurs avis et ensuite itérer sur l'amélioration du produit. Donc je trouve que appliqué à la conception pédagogique, c'est une approche qui est vraiment très très intéressante pour co-concevoir donc des formations qui vont être plus engageantes puisqu'elles vont répondre aux besoins vraiment concrets des apprenants. Et pour cela, donc pour vous aider vraiment dans la mise en place de ces étapes, je vous recommande le livre Passer au Design Thinking, la 2e édition, donc de Mélissa Aldana, Vincent Dromer, Johan Lenemi et Thibaut Guény, qui peut vraiment vous aider à intégrer le design thinking dans votre pratique. Et en complément, il y avait aussi un épisode
que j'ai enregistré donc il y a quelque temps, ça fait peut-être 1 an, avec Johan Delaby et Christophe Touchard, où il nous explique aussi vraiment en détail les 5 étapes du design thinking. Et Johan partage vraiment comment il applique ces étapes, comment il s'en inspire dans sa conception pédagogique. Donc c'est pour ça, je vais pas redétailler ici toutes ces étapes, je vous renvoie à l'épisode. Voilà. Donc, mais une fois que notre conception de la formation est terminée, eh bien, ce n'est pas fini, hein, parce que on peut quelquefois imaginer, et cela arrive vraiment très très souvent, créer et mettre en place donc des dispositifs de formation qui prennent du temps, qui sont coûteux aussi. Mais si on ne sait pas qu'ils existent, eh bien malheureusement, nous n'aurons pas d'apprenants. Et vous avez encore 3 défis à relever à ce stade-là. Donc, comment vous allez capter l'attention de vos futurs apprenants, comment vous allez renforcer leur adhésion et améliorer leur engagement, et comment vous allez mettre en place un plan de communication efficace pour promouvoir vos formations. Et c'est là que, eh bien, les grands principes du marketing et de la communication peuvent nous aider. Et là, je fais juste une petite parenthèse sur mon livre, donc qui est sorti début mai, où je vous partage vraiment une méthode que je vous propose, donc qui est basée sur 6 étapes pour vraiment améliorer l'engagement et l'expérience des apprenants. Donc en se basant sur des outils autour de la communication et du marketing. Donc dedans, vous y trouverez des bonnes pratiques, des outils, des conseils. Voilà, je l'ai vraiment imaginé comme un guide pas à pas. Donc Laure, je crois que tu as commencé à le lire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots si tu veux? Parce que bon, moi je ne suis pas très objective. Il est juste à côté de moi. Alors j'ai commencé effectivement à le parcourir. La notion de guide et de pas à pas, je trouve lui va très bien. Et pour nous accompagner sur différentes étapes, etc. Moi j'ai hâte de pouvoir en fait m'y plonger un peu plus. Et je fais le lien avec la richesse, des épisodes dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de contenu, de formation, d'activités pédagogiques, etc. Et moi j'aime beaucoup aussi ce lien avec le marketing, parce qu'il y a aussi en fait une notion de faire savoir, de donner envie en fait. Et je pense que ton livre en fait fait partie des indispensables, notamment pour des principes en fait qui sont aussi très actionnables. Et je le vois en fait vraiment comme un compagnon et un peu un compagnon de route en fait pour les différents points que tu y abordes en fait. Oh écoute, merci Laure. Et puis si vous lisez ce livre, donc n'hésitez pas aussi à aller mettre un avis sur Amazon, parce que c'est ce qui m'aide vraiment à le faire connaître, et Amazon pousse les livres qui ont des avis. Donc merci par avance. Donc nous allons arriver à la fin de notre épisode, et pour compléter, Laure, je crois que tu as également 3 podcasts à nous recommander. Oui, je peux parler de Rendez-vous en Terre Digitale, que j'aime beaucoup, Clément et Olivier, qui proposent en fait alors le format est assez court, et puis je trouve que c'est une très belle ressource pour aller chercher des outils. C'est très bien expliqué, et quand on n'est pas forcément très habitué au digital, ou en tout cas forcément toujours très à l'aise, comme ça peut être mon cas par exemple, je trouve que c'est une façon de faciliter à la fois la découverte et puis la prise en main et l'utilisation en fait. Le deuxième, c'est Never Stop Learning. De Gérard. De Gérard, que j'aime beaucoup, à la fois par la richesse et la diversité des intervenants. Et donc je trouve que c'est passionnant pour aussi ouvrir un peu la vision qu'on peut avoir de l'univers de la formation, de ces différents acteurs, en tout cas de tout l'écosystème qu'il y a autour de la formation. Et le troisième? J'aime beaucoup Innovation Formation. Ah oui, d'Eliott. Oui, d'Eliott. Un peu dans le même esprit. En fait, j'aime la façon dont il aborde les choses aussi. Ça permet en fait de vraiment avoir une bonne compréhension de différents concepts. Là aussi, c'est une autre ouverture sur qui sont les gens de la formation, et aussi comment c'est implémenté parfois dans les entreprises, en fait. Et je trouve que c'est aussi, là encore une fois, avoir un autre regard que celui simplement du côté formateur, mais c'est aussi de comprendre comment
la formation est perçue, quel est l'usage qui en est fait, quel est son intérêt en fait aussi, si je puis dire. Ah bah écoute, merci Laure aussi pour ces recommandations. Donc voilà, nous allons arriver à la fin de notre épisode. Donc comme d'habitude, j'indiquerai ton contact LinkedIn dans les notes de l'épisode et j'indiquerai également la liste des 10 ouvrages que nous venons de vous partager et également des 3 podcasts que tu recommandes. Donc merci beaucoup Laure, nous espérons donc que cette sélection vous sera utile et surtout n'hésitez pas à venir partager avec nous sur LinkedIn vos recommandations d'autres ouvrages pour enrichir notre sélection. Merci Laure. Merci Anne-Marie. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.